Et si, malgré toutes les sanctions décidées depuis 2022, une partie de l'énergie russe arrivait encore en Europe, mais par des détours inattendus, via la Chine ou l'Inde? Aujourd'hui, on explore ce dilemme géopolitique. Comment l'Union européenne tente de réduire sa dépendance? Comment Moscou contourne les obstacles? Et surtout, quels scénarios peuvent se dessiner pour les prochaines années? Depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, l'Union européenne, l'UE, a décidé de réduire drastiquement ses importations d'énergie en provenance de Russie. L'objectif? Couper la principale source de revenus du Kremlin qui dépend fortement du pétrole et du gaz. Concrètement, cela a pris plusieurs formes. D'abord, un embargo sur le pétrole brut russe transporté par mer. Ensuite, des restrictions sur les produits raffinés, comme le diesel. Enfin, un plafonnement des prix du pétrole imposé par le G7, le groupe des 7 grandes économies occidentales. Mais le monde de l'énergie est complexe. Les hydrocarbures, qu'il s'agisse de pétrole ou de gaz naturel, circulent par cargo, pipeline, terminaux. Ils se mélangent parfois, se transforment dans des raffineries. Résultat. Même quand une région ferme la porte à une source d'approvisionnement direct, il existe toujours des moyens de contournement. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. La Russie a trouvé de nouveaux clients, notamment la Chine et l'Inde. La Chine a acheté en 2024 des volumes de pétrole russe jamais atteints auparavant. L'Inde, de son côté, importe du brut russe à prix réduit, le raffine dans ses gigantesques complexes industriels, puis revend le diesel ou le kérosène, y compris à l'Europe. Et puis il y a le gaz naturel liquéfié, abrégé en GNL, qui est du gaz refroidi à très basse température pour être transporté par bateau. Même si l'UE a beaucoup réduit le gaz russe livré par gazoduc, elle continue d'acheter du GNL russe, représentant environ 16% de ses importations en 2024. Voilà le contexte. Une Europe qui veut tourner la page russe, mais qui reste exposée par des failles dans le système. Le problème central peut se résumer en un mot: cohérence. D'un côté, l'Union européenne affiche une volonté politique claire: ne plus financer la machine de guerre russe par l'achat d'hydrocarbures. De l'autre, elle doit veiller à maintenir des prix de l'énergie supportables pour ses ménages et ses industries. Prenons le cas du pétrole. Quand l'UE interdit les cargaisons de brut russe, Moscou se tourne vers Pékin et New Delhi. La Chine achète massivement. L'Inde, elle, se spécialise dans ce qu'on appelle le blanchiment énergétique. Importer du brut russe bon marché, le transformer en carburant, puis les exporter. Ces carburants n'arrivent pas avec une étiquette origine Russie, mais leur ADN énergétique reste russe. Résultat, l'UE, sans le vouloir, continue d'absorber indirectement du pétrole russe. Côté gaz, le constat est similaire. Le gazoduc Nord Stream, qui alimentait l'Europe du Nord, est hors service. Les flux par pipeline sont au plus bas, mais sous forme de GNL, le gaz russe continue d'arriver dans les terminaux européens. Des cargaisons quittant la péninsule de Yamal, dans l'Arctique, passent parfois par des ports européens pour être transbordées, c'est-à-dire transférées d'un navire à un autre, avant de rejoindre l'Asie ou même d'être consommées localement. C'est pour limiter ce type de pratique que l'UE a interdit les transbordements de GNL russes dans ses ports, avec une période de transition de plusieurs mois. Mais là encore, l'efficacité dépendra de la capacité à contrôler et à sanctionner. Le problème donc est double. D'abord la dépendance résiduelle, ensuite le risque de contournement via d'autres pays. Les enjeux de ce dilemme sont multiples. Enjeux économiques. L'Europe a besoin d'énergie pour faire tourner ses usines, chauffer ses bâtiments et alimenter ses transports. Fermer trop vite toutes les brèches pourrait provoquer une flambée des prix. Or, souvenez-vous de l'hiver 2022. Le prix du gaz avait atteint des niveaux historiques, mettant à mal de nombreuses entreprises. Les responsables européens veulent éviter un scénario similaire. Enjeu politique. Les sanctions ne sont crédibles que si elles sont appliquées de manière homogène. Or, certains pays européens sont plus dépendants que d'autres du gaz ou du pétrole russe. Certains terminaux accueillent encore du GNL russe, ce qui suscite des débats internes. Maintenir l'unité de 27 États aux intérêts énergétiques différents n'est pas chose facile. Enjeu géopolitique. La Chine joue ici un rôle central. Elle bénéficie de prix avantageux pour ses importations de pétrole russe. Elle négocie avec Moscou sur le gaz.
notamment à travers deux projets majeurs appelés Power of Siberia 1 et 2. Le premier est un gazoduc qui peut livrer jusqu'à 38 milliards de mètres cubes de gaz par an. Le second, encore à l'état de projet, pourrait ajouter 50 milliards de mètres cubes supplémentaires. Si ces volumes sont confirmés, cela donnerait à la Chine une sécurité énergétique solide et réduirait encore la dépendance de Moscou à l'Europe. Mais attention, plus la Chine consomme du gaz russe par pipeline, moins elle a besoin d'acheter du GNL sur le marché mondial. Cela signifie que l'Europe pourrait trouver moins de cargaisons disponibles, en cas de forte demande, par exemple lors d'un hiver rigoureux. Enjeu industriel. L'Europe a investi massivement dans de nouvelles infrastructures de GNL. Terminaux flottants, interconnexions entre pays, capacité de stockage. Mais diversifier ne veut pas dire dépendre d'un seul partenaire. Si demain l'Europe dépend trop des États-Unis pour son GNL, ou trop du Qatar, elle se retrouve dans une nouvelle forme de dépendance. Enjeu réglementaire. L'UE a décidé d'aller plus loin en interdisant l'importation de produits raffinés fabriqués dans des pays tiers à partir de pétrole russe. En théorie, cela devrait fermer la porte indienne. En pratique, contrôler l'origine d'un carburant une fois raffiné est extrêmement difficile. Comment savoir si les molécules qui composent votre diesel viennent de Russie ou d'Arabie Saoudite? Cela demande des systèmes de traçabilité complexes, des certificats, des audits. Et la mise en œuvre sera décisive. 3 scénarios principaux se dessinent pour les prochaines années. Premier scénario, le scénario central. Les nouvelles règles de l'Union européenne sont mises en œuvre progressivement. Les flux de carburant issus de brut russe diminuent un peu, mais pas totalement. Le GNL russe recule également, sous l'effet des restrictions et de la pression commerciale. La Chine continue d'acheter du brut russe, l'Inde continue de raffiner, mais avec plus de contraintes. Les prix de l'énergie en Europe restent modérés, même s'ils connaissent des fluctuations saisonnières. Deuxième scénario, le scénario favorable pour l'Union européenne. Ici, l'application des règles est stricte et coordonnée avec les partenaires du G7. Les produits raffinés d'origine russe ne parviennent plus à pénétrer le marché européen, même via l'Inde. La Chine retarde le projet Power of Siberia 2, ou impose des conditions tellement strictes qu'il ne se concrétise pas rapidement. Résultat, les revenus énergétiques de la Russie reculent fortement. L'Europe bénéficie de prix stables, aidés par une baisse de la demande grâce à l'efficacité énergétique et au développement des renouvelables. Troisième scénario, le scénario défavorable. C'est le scénario de crise. Un hiver très froid en Europe et en Asie provoque une hausse soudaine de la demande. La Chine absorbe davantage de gaz russe par pipeline, réduisant la disponibilité de cargaisons de GNL sur le marché mondial. L'Europe fait face à une flambée des prix, ses industries souffrent, et certains pays relâchent l'application des sanctions pour garantir leur sécurité énergétique immédiate. Dans ce cas, la cohérence politique européenne s'affaiblit et les revenus russes se maintiennent. Conclusion. Le dilemme de l'Union européenne face à l'énergie russe via la Chine et l'Inde n'est pas seulement une question d'approvisionnement. C'est une question de cohérence stratégique. Comment réduire réellement les revenus énergétiques de la Russie sans mettre en danger la sécurité énergétique européenne? Tout dépendra de 2 variables clés. La capacité de l'Europe à appliquer ces nouvelles règles de manière crédible et uniforme, et l'évolution des prix mondiaux de l'énergie influencés par la Chine, par les hivers à venir et par les tensions géopolitiques. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce réaliste de contrôler l'origine des carburants et du gaz à grande échelle? Ou restera-t-on toujours face à un jeu de contournement et de failles? Partagez vos idées en commentaire. Et si cette analyse vous a éclairé, abonnez-vous à Géopulse AZ et activez la cloche pour suivre nos prochains décryptages.